on va introduire une discussion qui peut également se faire avec certains d'entre vous, puisque j'ai reconnu quelques-uns de nos collègues qui s'intéressent à ces questions. Et pour ma part, j'ai voulu introduire dans la discussion quelques découvertes récentes, plus ou moins hypothétiques. Certaines ne le sont pas du tout et d'autres le sont beaucoup plus. Et on va peut-être commencer par cet exemple que j'avais déjà présenté dans mon cours de la dernière fois, qui est cette possible noria, c'est-à-dire cette possible machine élévatrice d'eau qui aurait fonctionné dans le cours de la Loire à Tours et qui a été identifiée ou interprétée par Jacques Saigne il y a déjà quelques années. L'intérêt de la chose vient qu'il est extrêmement rare de trouver des vestiges dans les fleuves eux-mêmes et qu'il est très clair qu'une découverte de ce type n'est possible que par la conjonction à la fois des vestiges, qui donc sont rares, et de l'archéologue. Si cette découverte est interprétée de la sorte, et bon, c'est tout à prouver, et je pense que le professeur Wilson aura sûrement quelques idées sur la question, donc même si ça reste à prouver, le seul fait de faire l'hypothèse ne peut venir que de quelqu'un qui avait une très grande expérience de ce type de vestiges en Orient et qui a pu donc proposer d'interpréter ces vestiges que nous allons voir un peu plus en détail comme étant une grande roue élévatrice d'eau du même type que celle de Hama en Syrie. En effet, la chose la plus évidente, les vestiges les plus évidents sont ce grand mur qui, comme vous voyez, est un grand appareil et qui soutenait un aqueduc. Un aqueduc qui est perpendiculaire au lit de la Loire et qui semble fonctionner avec un autre grand mur ici, malheureusement très partiellement connu car, comme vous le voyez, en limite de la fouille. Et l'ensemble, effectivement, peut faire penser à une grande noria avec une roue élévatrice qui aurait, au 1er siècle après Jésus-Christ, au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, amené l'eau vers des thermes. Donc là encore, nous nous trouvons en contexte urbain, et c'est évidemment pas une installation rurale, mais ça prouverait l'existence d'une telle technologie dès le 1er siècle après Jésus-Christ, très loin de ses bases orientales, puisque nous sommes au plein cœur de la Gaule. Alors, ça repose la question d'un autre type de vestige, encore plus hypothétique, qui avait été avancé il y a déjà longtemps par Schoenberger sur le site d'Oberstein en Allemagne, où au cours des fouilles du camp romain, Schoenberger avait trouvé une série de canaux qui appartient à la première phase du camp romain dans les années 40 après Jésus-Christ. Et le canal principal, qui est un canal d'une certaine dimension, puisqu'il fait 90 cm de large par 60 cm de profondeur et qui est bordé et couvert de planches, semble alimenté par un cours d'eau qui est en contrebas. Donc l'idée était qu'il fallait élever l'eau de ce canal pour alimenter en quelque sorte le fort. Alors pour expliquer ce dénivelé, Schoenberger avait proposé qu'il y ait eu donc sur le cours d'eau une machine élévatrice d'eau qu'il proposait comme étant évidemment automotrice. Les deux exemples donc dans la partie occidentale de l'Empire nous obligent à réviser éventuellement nos positions, en tout cas à titre d'hypothèse, et être beaucoup plus attentifs à ces questions-là. Et c'est sur ce point, alors que John Peter Leeson ne croyait pas trop à cette reconstitution, c'est sur ce point que je souhaiterais avoir l'avis de notre conférencier. Oui, l'hypothèse de Jacques Saigne pour Tours est certainement une bonne hypothèse. C'est dommage que
le mieux crucial reste au bord de la fuite. Mais il semble qu'on doit expliquer dans une façon comment fonctionnait cet aqueduc ici, et l'aqueduc est clairement beaucoup plus élevé que le fleuve même, donc il faut avoir une machine élévatrice. C'est une bonne hypothèse. Pour Oberstein, je reste plus douteuse parce que le jeu là est qu'on a des preuves, de l'utilisation de l'eau dans la ville, mais on n'a pas des restes archéologiques d'une rue ou d'un aqueduc. C'est topographiquement possible, bien sûr. Pour l'autre exemple qui a été proposé de Tamousida en Maroc, où on a proposé aussi que peut-être il y avait un noria, je reste plus douteuse parce que j'ai fait du travail là-bas avec Emmanuel et Papi, et nous pensons que on peut tracer une route possible d'un aqueduc qui livrait l'eau aux zones de la site beaucoup plus élevées qu'on ne peut alimenter par une rue du fleuve. Et aussi, à Tamousida, en Maroc, la marée monte le fleuve jusqu'à le site. Donc, on aurait beaucoup de problèmes actionner une rue dans une zone tidale. Oui. Alors, il y a aussi toute une autre série de découvertes qui, elles, sont sûres, mais un peu moins excitantes dans la mesure où elles n'utilisent pas directement l'énergie hydraulique pour actionner les machines élévatrices d'eau, mais probablement l'énergie animale. Ce sont les découvertes qui viennent d'être faites récemment par des équipes qui s'occupent d'archéologie préventive, notamment de l'INRAP, dans le Gard. Et donc, le professeur Wilson a cité le cas de la villa de Caréron et Pesquier à Millau, dans le Gard, où on a ce bassin de Noria du IIe siècle. Mais je voudrais maintenant montrer le cas de la banlieue actuelle de Nîmes, où on a affaire à un système probablement du même style, c'est-à-dire un bassin ovale, que vous voyez là, hein, peut-être lié avec une canalisation, mais ça, c'est pas très clair. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que ce bassin ovale est lié à ces piliers qui sont évidemment seulement conservés à la fondation, mais qui supportaient clairement un aqueduc, c'est-à-dire un canal dans lequel l'eau qui était élevée dans ce puits alimentait donc ce canal. Et là, nous ne sommes plus dans un contexte urbain, même si nous sommes à Nîmes, mais nous sommes dans les environs de la ville, et il est très clair qu'il s'agit, pour une fois, d'une installation rurale qui devait servir à alimenter, à irriguer des jardins ou des cultures d'une façon générale. Alors, l'installation qui a été publiée par Wix et Escalon il y a déjà quelques années est datée du courant du 1er siècle de notre ère, et il semble donc que dans cette région du Gard, ce système
d'élévation d'eau était relativement courant, mais il n'y a pas de proposition de restitution de la machine elle-même. On ne sait pas véritablement s'il s'agit d'une roue ou d'une chaîne à godet de bois qui aurait en quelque sorte qui aurait disparu. Et sur ce plan-là aussi, on aimerait bien connaître l'opinion de notre invité, car là, nous commençons à toucher effectivement les zones rurales qui jusqu'alors nous échappent, notamment dans les autres pays méditerranéens, parce que comme il l'a très bien souligné, le biais principal de notre documentation vient que nous fouillons uniquement les villes et pratiquement jamais les campagnes, en tout cas très rarement dans les autres pays du bassin méditerranéen. Encore une fois, c'est un éclatant exemple qui, à mon avis, semble confirmer l'impression que ces technologies sont très répandues dans l'Occident aussi que l'Orient de l'Empire. Ici, l'hypothèse reste sur l'interprétation de ces piliers comme aqueducs, mais ça c'est presque certain. Parce qu'il n'y a pas aucune autre explication satisfaisante. Et aussi, encore une fois, l'aqueduc est beaucoup plus haut que la seule source d'eau. Il est frappant que le puits est presque la même taille et la même forme que le puits de la villa de Mio, Caberon et Pesquier. Donc, il y a presque sûr qu'on avait affaire avec un puits pour une machine à chaîne à godet. On a un aqueduc à côté. Ici, il semble fort acceptable comme interprétation. Juste une question technique. Le fait que le puits soit arrondi en quelque sorte, ou en tout cas ovale, semblerait être plutôt le signe d'une chaîne à godet, parce que, comme nous allons le voir tout à l'heure à Fréjus, est-ce qu'un puits à angle droit, si j'ose dire, rectangulaire, véritablement, ne serait pas plutôt le signe de roue élévatrice? Je crois que les formes sont toutes les deux compatibles avec une sakia et une roue à côté. Pour la forme ovale, on peut imaginer que la chaîne à côté se trouve assez proche au bord des murs. Pour les formes rectangulaires, peut-être c'était adopté parce que la roue elle-même était encastrée dans la partie supérieure du puits. Et peut-être ici, il est plus haut, mais ça, c'est seulement une pensée. Mais je crois que les puits proprement rectangulaires, comme à Fréjus, comme à Ptolémaïs, sur l'aqueduc de la Sucre, devait être pour des roues à sakia à chaîne à godet.
Je me demande si la forme ovale est plutôt qu'une façon régionale. Mais... Enfin, pas si régional que ça, parce que c'est exactement cette forme que nous avons dans le cas de Pompéi, où plusieurs exemples, notamment celui que je viens de trouver dans l'installation de la tannerie de Pompéi, où très clairement, au moment où dans une maison antérieure on installe la grande tannerie, on ovalise l'ancien puits de façon à créer la place pour faire passer la chaîne à godet, que malheureusement nous n'avons pas retrouvé, car le puits est très profond, rempli de lapidis, ce qui n'est rien, mais surtout nous avons atteint la nappe phréatique à environ 12 mètres de profondeur, et nous avons pu, avec grande difficulté, aller jusqu'à 14 mètres, mais pas au-delà. Et donc, il nous manque le principal, c'est-à-dire les godets, la chaîne, que nous aurions bien aimé trouver, mais il n'y a pas de doute qu'il s'agit bien d'une noria, non seulement à cause de l'ovalisation du puits, mais aussi parce que de part et d'autre de cette ovalisation, on a d'assez beaux dépôts d'incrustation de calcaire qui sont caractéristiques de l'eau qui ruisselle. Donc moi j'ai plutôt l'impression que en fait, cette forme est plutôt liée à la chaîne à godet, parce que si les puits rectangulaires, enfin, on va voir que peut-être les puits rectangulaires pourraient être, en tout cas ça semble être le cas de Fréjus, être liés à des roues. Je vais le présenter, ce cas de Fréjus, parce qu'il est récent. Ça vient juste d'être publié par Pierre Escoffon, qui a fait la fouille, dans un ouvrage qui s'appelle « Ville et campagne de Fréjus romaine », les fouilles préventives de Villa Roma. Villa Roma, c'est le nom des constructions qui ont été faites, et ça a été publié en 2011. En fait, il s'agit d'une fouille qui a été faite aux abords des thermes suburbains de Villeneuve, donc à la sortie de Fréjus vers l'ouest, dans une zone qui, dès l'époque augustéenne, est occupée en partie par le camp de la flotte romaine qu'avait publié relativement récemment le professeur Christian Goudineau. Alors, ces thermes de Villeneuve sont encore en élévation, et ils ont servi de ferme, disons, à l'époque moderne. Alors, la fouille récente a montré que, à côté des thermes, il y a des jardins. Et ces thermes donc sont réaménagés dans la seconde moitié du 1er siècle, et on aménage alors des jardins dans un ensemble qui fait probablement encore partie du camp de la flotte. Le jardin est marqué par des fosses de plantation et par un puits, un cuvelage en bois que vous voyez ici sur cette diapositive. Donc le cuvelage en bois ne se voit pas très bien, mais il est là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cuvelage de bois est fait de parois de navires, de bordées, comme on dit en termes techniques, de vieux navires qui sont ainsi remployés et qui pourraient être donc des navires de la flotte. Certains sont des navires relativement importants, d'autres sont seulement des barques. Et le puits fait 4 mètres de long par 1,70 m et il mesurait à peu près 1,90 m de profondeur. Il atteint une nappe qui est peu profonde, une nappe phréatique qui est peu profonde à cet endroit-là. Ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, non seulement nous avons la partie basse, le bordé, enfin les bordées de navires, etc., mais aussi dans le comblement même du puits, on a trouvé les blocs qui servaient de palier, c'est-à-dire de support au système. Et ils sont tous les deux donc tombés à peu près, ils sont tombés dans le centre du bassin, à peu près en place, et ils permettent avec certitude de positionner, disons, les pièces qui fonctionnaient. Donc, grâce à cet ensemble qui est daté
vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, en effet, dans un des murs, on a trouvé une pièce de monnaie de Domitien qui a été frappée entre 85 et 89, alors que les bordées de navires, c'est-à-dire les morceaux de navires qui ont servi au cuvelage, sont, eux, datés par carbone 14 plutôt du deuxième tiers du 1er siècle. Donc il semblerait qu'on soit vers la fin du 1er siècle ou au début du 2e siècle. Et donc tout cet ensemble, grâce à ces blocs, a permis aux auteurs de proposer une restitution qui semble relativement fiable, donc d'une saké animée par des animaux et qui actionne une roue qui est le vélo et qui est donc irriguer les jardins. Donc vous voyez ici les deux blocs de support et ici l'axe qui permet de faire tourner le système et d'actionner la roue. Il y a une reconstitution aussi un peu plus artistique qui permet de bien comprendre comment ça fonctionne. C'est en voyant donc cet ensemble que je me demandais si la forme du puits pouvait être éventuellement caractéristique du type de machine employée, en l'occurrence ici une roue. Le puits et sa machine semblent avoir fonctionné au moins dans la première moitié du IIe siècle. Les auteurs pensent qu'il est abandonné vers le milieu du IIe siècle, mais quand on regarde le mobilier qui a été trouvé à l'intérieur, on se demande s'il ne faudrait pas abaisser un peu la datation et peut-être la repousser jusque vers la fin du siècle. Ce qui repousserait la mise en culture agricole de ce secteur au IIIe siècle, car après l'utilisation de cet ensemble pour irriguer des jardins, le secteur change de nature et il semble qu'on n'a plus de jardins liés au terme, mais qu'on a affaire à une véritable mise en culture sous forme de vergers, de figuiers, de pruniers et de vignes, donc probablement les vignes qui sont entrelacées avec les arbres, bien sûr, et qui sont liées aussi à des murs de palissade qui devaient servir à faire courir les vignes et à les protéger de la mer. Donc, les auteurs pensent que ce changement se passe vers le milieu du IIIe siècle, vers le milieu du IIe siècle, mais bon, si on repousse un peu la datation, on pourrait être carrément dans le IIIe siècle. Cet ensemble agricole, donc, où on n'utilise plus la noria, ou en tout cas, on n'a pas trouvé la noria correspondante à ce nouvel ensemble, a fonctionné jusque dans le courant du IVe siècle, avec de nouvelles plantations à ce moment-là, et l'occupation agricole de ce secteur se poursuit jusqu'au Ve siècle, avant que toute cette zone soit abandonnée. Mais ça nous entraîne un peu loin de cette hypothèse, et donc je souhaitais avoir l'avis du spécialiste sur cette reconstitution qui, bon, là, pour une fois, nous mène une technologie bien connue en Orient dans la Gaule dès, disons, le début du IIe siècle après Jésus-Christ. Je crois que c'est un exemple qui montre que plus que les archéologues deviennent capables de connaître et de reconnaître les restes de ces machines, plus que nous les trouvons. Et on se demande combien de sites comme ça dont les traces sont seulement les petits puits rectangulaires et des blocs avec des encranches assez mystifiants pour les archéologues qui les ont découverts. Il y avait dans les rapports antiques des fouilles qui ne sont pas reconnus comme sakia ou machine. Mais je crois que maintenant,
nous sommes plus alertes à la possibilité de trouver ces dispositifs dans l'Ouest. Et il y a maintenant des archéologues capables à reconnaître les traces très éphémères, éphémérales. Des traces très légères de ces machines. Mais l'impression que c'est une technologie très répandue devient confirmée par ces nouvelles découvertes. Et c'est bien important aussi que les travaux de INRAP, parce que normalement, dans les fouilles académiques, on choisit un site parce que le site est déjà connu et on a des questions à poser sur ce site. Mais dans l'archéologie préventive, il faut fouiller un grand terrain qui a été marqué pour le développement. Et de temps en temps, on a la chance de trouver des petites installations rurales par chance, mais ce sont des installations très révélatrices de la vie rurale et avec peut-être ces dispositifs de ce genre. Et donc, si on regarde à nouveau le graphe qui a été présenté, on voit bien qu'il y a cette distorsion considérable qu'on va peut-être finir par combler. Le seul graphe oui, qui va changer, c'est celui de l'archéologie, finalement. Oui, clairement, l'archéologie en rouge dit seulement un petit pas de l'histoire. Et les références littéraires sont tout à fait décevants. Le travail de mon collègue Mirto Maluta sur les papyrus est très intéressant pour montrer qu'on a une grande utilisation des machines élévatrices de l'eau en Égypte au IIe et IIIe siècle. Mais elle a fait aussi des études plus approfondies sur des genres de machines et elle m'a donné la permission de les discuter avec vous. Nous avons préparé ensemble un travail à apparaître dans le prochain livre du Project Roman Economy. Mais elle a graphé les attestations des termes, des mots comme Kelonéa ou Shadouf. Et c'est bien frappant qu'on a des Shadouf mentionnés dans les papyrus du IIIe siècle avant jusqu'au IIe siècle après, beaucoup, et rien après. Donc on se demande, parce qu'on connaît que le Shadouf a resté en fonction en Égypte jusqu'à nos jours, on se demande si le Shadouf se cache derrière un autre mot comme organon ou mercané ou parce que
on voit une grande croissance dans les attestations des organas depuis le IIe siècle. Peut-être l'organon est très souvent simplement un chardouf. Mécané est un grand problème parce que mécané est le mot le plus commun dans les papyrus et le moins spécifique. Et probablement, beaucoup de fois, on entend une sakya, mais j'ai dit que nous avons seulement un papyrus qui mentionne la vie d'Archimède. Et la vie d'Archimède est beaucoup commune dans l'Égypte. Donc, peut-être l'organon ou le mécané est aussi de temps en temps une vie d'Archimède. Mais et les tympanas sont des roues, mais s'ils sont des sakyas sans légers ou s'ils sont des composants des roues à engrenage d'une machine, c'est pas clair. Il semble que peut-être les trochoi et les tympanas, peut-être on peut mettre ces deux séries parce que trochoi roues du 1er siècle avant jusqu'au 3e, un peu de 4e après. Tympana, aussi roue, ou peut-être roue d'engrenage, 3e et après. Donc, peut-être ici, on a un changement de terminologie. Mais Cucuteria et Culaiclades sont plus clairement des sakyas. Les Cucuteria sont une machine et on va en cercle. On a attestation depuis le 1er siècle après jusqu'au 7e siècle après. Les Cucuteria sont les chaînes Aja, les chaînes accordées. Et ici, on a une distribution chronologique qui est assez compatible avec les trouvailles déjà de Sakya. Donc, le travail de Metammaluta est très, très important pour éclaircir les problèmes de l'évidence avec les sources papyrologiques et c'est utile aussi de le confronter avec l'archéologie. Justement, donc, est-ce qu'on peut revenir au premier graphique, celui qui a l'archéologie aussi? Parce que une question que je me pose, c'est est-ce que dans ce graphique, vous avez intégré les pots à saké, justement? Oui. Et donc, logiquement, on devrait avoir une montée, là, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans la période tardive. Il y a au moins 80 sites qui en ont livré. J'ai intégré les sites avec déjà datables. Mais la plupart sont seulement sites romains, sites byzantins. Et bien sûr, on peut distribuer une centaine de sites autour des 3e jusqu'au 7e siècle, mais ça ce n'est pas très utile sur un graphique comme ça. Nous avons aussi nous avons mettre tous les documents qui mentionnent les machines
élevatrice de l'eau dans les papyrus par période de 50 ans. Et on voit très clairement une pic romain et un pic byzantin. Donc, du 100 après Jésus-Christ jusqu'au 300 après ici, et un pic secondaire dans le 6e siècle. Est-ce que vous avez corrélé ce graphique avec la totalité des papyrus? Oui. Et donc, est-ce que c'est parallèle? Parce que le creux qui est là, est-ce que ce creux serait le creux démographique? Et j'ai oublié de mettre cette graphique sur l'ordinateur aujourd'hui, mais il y aurait dans l'article à apparaître. Il y a des pics réels qui ne sont pas simplement les pics de papyrus, parce qu'on a sûrement des pics de papyrus dans le 5e, 6e siècle, mais on a une pic romaine 2e, 3e siècle qui monte au-dessus du chiffre normal, du chiffre moyen de tous les papyrus. Et donc, alors, comment on explique le creux? Parce que moi, mon idée, c'était que si la courbe suivait celle des papyrus, donc en pratique de la production littéraire, elle pouvait être éventuellement corrélée à la démographie, avec la baisse qu'on croit voir à la fin du IIe siècle et dans la première moitié du IIIe siècle. Et donc là, c'est ce qu'on croit voir ici. Mais si elle n'est pas corrélée de la même façon, comment est-ce qu'on l'explique? Pour la période byzantine, la pic est affectée bien sûr par le fait que nous avons beaucoup de dossiers des grands domaines du VIe siècle. Mais pour les 2e et 3e siècles, on a un pic réel. Il montre une forte activité économique. Le débat sur les effets du peste antoninien de l'Égypte va encore, mais il y a aussi des nouveaux données très intéressantes et pas pleinement étudiées sur le climat. Et on voit que les crues du Nil en Égypte changent autour de la moitié du XIe siècle, d'un régime assez favorable à un régime beaucoup moins favorable, avec moins des crues hautes et beaucoup des ans avec des crues assez faibles. Donc, et le changement est exactement dans les années 60 du IIe siècle. Donc, on peut maintenant se demander si tous ces changements dans la vie économique de l'Égypte qu'on a voulu mettre à la porte de la peste Antonin sont soit la peste, soit un changement climatique. Mais ça peut être une combinaison des deux. Oui. Parce qu'une population affaiblie par une moindre nutrition est plus sensible aux effets de la peste. Exactement, oui. Mais aussi, s'il y avait un changement climatique, beaucoup plus de besoin d'utiliser des machines élevatrices, peut-être. Certes. Et moi, je voudrais faire part d'une expérience personnelle et donc qui peut intéresser
le débat dans l'effort que nous fouillons dans le désert oriental d'Égypte, avec l'équipe d'Hélène Cuvini, d'Alain Bulow-Jacobsen et de Michel Rédé, nous avons toujours découvert, ce qui n'était pas nouveau, que ces forts étaient installés autour de grands puits, que malheureusement nous n'avons jamais pu fouiller pour des raisons de logistique. Mais il est clair que ces puits ne pouvaient alimenter les citernes, les énormes citernes qui sont dans ces forts, que par des machines élévatrices. Ces machines, nous ne les voyons pas, parce que probablement tout l'ensemble des godets sont tombés au fond du puits. Comme nous n'avons pas fouillé les puits, nous ne les voyons pas. Mais effectivement, à partir du début du IIIe siècle, nous commençons à voir apparaître les pots. Ce qui veut dire que les pots à saké, les pots qui permettaient de monter l'eau. Ce qui veut dire que dans la période antérieure, c'est-à-dire entre le moment où ces forts sont construits sous les Flaviens, principalement sous le règne de Vespasien, et le début du IIIe siècle, le système qui permettait de monter l'eau pour alimenter les citernes devait employer un autre matériau qui ne laisse pas de traces, donc on imagine des godets de bois. Et là, à nouveau, on aurait ce changement dont on ne sait pas si c'est une démocratisation du système, puisque ça serait moins cher, ou une dégradation du système, puisqu'il est quand même moins complexe à entretenir. Et de fait, nous avons, dans un des ostracas, la mention, pour une période antérieure, c'est-à-dire pour le IIe siècle, qu'il est nécessaire de réparer la chaîne. Donc là, on aurait la preuve de ce changement qui se produit probablement vers la fin du IIe ou au début du IIIe siècle, donc un peu plus tôt que ce qu'on pensait jusqu'ici. Mais bon, ça demande à être confirmé par d'autres études. Et ça serait donc un signe. Alors, en entendant ça, j'ai un très grand regret. Dans les années 1990, avec mon ami Gaëtan Congès, nous avons fouillé dans un autre désert, qui est le désert de l'Accro entre Arles et Marseille, un assez grand nombre de bergeries romaines de grande ampleur qui manifestent un développement considérable de l'élevage à cette époque et qui sont toutes centrées sur des puits. Et là encore, pour des raisons de logistique, parce que ce n'étaient pas des fouilles d'urgence où on a de gros moyens, mais c'était des fouilles programmées pour lesquelles nos moyens financiers étaient très limités, nous n'avons jamais fouillé les puits. Or, il est très clair que ces puits, là aussi pour abreuver les moutons, et vu l'ampleur des installations des bergeries qui abritaient ces moutons, on peut imaginer qu'il y en avait un très grand nombre. Et donc, pour les abreuver, il faut de grandes quantités d'eau, et j'imagine mal que les bergers tiraient l'eau des puits à la main. Donc, j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir fouillé plus en détail, avoir trouvé les moyens de faire cette fouille, mais bon, c'est encore faisable puisque les sites ne sont pas détruits. Et c'est sûrement une problématique qui prend tout son sens aujourd'hui. Et ce regret m'est venu en vous entendant et en pensant qu'effectivement, là, nous aurions des datations relativement précises parce que les ensembles de bergeries sont assez bien datés, là encore à partir de l'époque flavienne et dans le IIe siècle. Nous sommes directement en prise avec une économie de type capitaliste, puisqu'il y a ces investissements, non seulement dans ces très grandes bergeries qui font 60 mètres de long, mais aussi dans ces grands troupeaux qui, on le présume, devaient transhumer. Et donc, il me paraît évident aujourd'hui que pour que ce système fonctionne, il fallait bien qu'il y ait des machines élévatrices d'eau, et il faut les trouver. Donc, ça me donne envie de retourner fouiller dans l'Accro pour régler cette question. Et donc là, c'est un des points sur lesquels, effectivement, on pourrait progresser. Et je voulais vous demander votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce type de vestiges où il y aurait encore un potentiel possible, disons, pour l'archéologie? Oui, il est très difficile de voir comment abreuver les troupeaux des puits comme ça sans une machine. Et sûrement pour
l'effort du désert de l'Égypte, c'est impossible sans une machine comme une Sakia. Maintenant, les puits dans les forêts romains, dans le désert égyptien, se présentent comme des grandes cônes d'érosion, mais ils sont à l'origine des puits plus petites qui sont écroulés et on les a réexcavés. Mais à l'origine, pour abreuver les caravanes, impossible sans une sakia. La démocratisation de la technologie est sûrement très important et c'est frappant qu'on a vu ce processus avec les pompes d'abord en bronze et puis modifiées en bois, et aussi avec le sakia, avec l'introduction des jarres. Mais je pense que pour le sakia, cet changement à jarre a été une démocratisation plus importante dans l'Égypte, dans l'Afrique du Nord, peut-être dans l'Orient. Et pour les provinces occidentaux où le bois était plus commun, il me semble bien possible que beaucoup de machines a continué à utiliser des seaux en bois et donc reste beaucoup plus difficile à trouver. Mais on peut se demander, même pour l'Occident romain, si la démocratisation dans une étape initiale était le changement du seau en cuivre, d'abord, à des seaux en bois, parce que le texte de Philon de Byzance dans le IIIe siècle avant Jésus-Christ mentionne une machine très complexe, une espèce de sakia actionnée par une roue, par le courant lié à une roue plus haut avec une chaîne accoudée en cuivre liée par les liens en fer. Donc, on a trouvé à cause une chaîne accoudée avec des cordes et des seaux en bois. Et ça, déjà une démocratisation de la même technologie par le passage du métal au bois. Bien, eh bien, il est midi, il ne nous reste plus qu'à remercier le professeur Wilson de sa brillante prestation et de son français bien meilleur que ce qu'il pense, et à se donner un rendez-vous pour la prochaine fois où nous traiterons des moulins hydrauliques pour faire la farine. Et évidemment, ce séminaire nous donne envie de travailler à nouveau sur ces questions. Et vraiment, je tiens à vous remercier de me donner l'envie de retourner dans l'accro avec une nouvelle problématique. Merci.